J-1 avant l'ouverture de la 3e conférence de l'ONU pour la préservation des océans à Nice. Une conférence coprésidée par la France et le Costa Rica. 56 chefs d'État et de gouvernement seront présents, mais on déplore l'absence des États-Unis. La conférence vise à soutenir une action urgente pour protéger et utiliser durablement l'océan, les mers et les ressources marines pour le développement durable. L'océan couvre plus de 70% de la superficie de la planète et produit 50% de l'oxygène que nous respirons. Il absorbe 30% du CO2 que nous produisons. On en parle avec Françoise Gale, océanographe, biologiste, directrice de recherche émérite au CNRS, Centre national de la recherche scientifique, spécialiste des abysses et des fonds marins, autrice de l'ouvrage « Nous venons de l'océan, nous l'avons oublié » aux éditions des Équateurs. Bonjour. Que peut-on espérer lors de cette conférence de l'ONU à Nice sur les océans ? Bonjour. Écoutez, on peut espérer énormément de choses par rapport à tout ce que vous avez énoncé jusqu'à présent. Il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises. D'abord pour essayer d'avoir des actions qui soient importantes dans le domaine d'un océan durable, s'appuyer sur la connaissance. Et on a eu quand même 3 jours déjà de réunions scientifiques pour essayer de promouvoir un certain nombre de propositions. Et parmi ces propositions, on peut dire que pour le climat, en tout cas, il y a tout ce qui est à la fois réduire les émissions anthropiques dues aux émissions de gaz à effet de serre, mais surtout, il y a aussi tout ce qui est la biodiversité qui est à protéger. On a très peu de connaissances encore relativement par rapport à ce qu'on connaît sur les terres émergées. Et donc, il y a un investissement dans la recherche et dans l'exploration qui est à développer. Et il y aura certainement une proposition d'un grand projet d'exploration des océans qui s'appelle Neptune, qui va être débattu dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent. Il y a aussi tout ce qui est aire marine protégée, comment protéger la biodiversité grâce à des outils comme les aires marines protégées. Et la France a, par rapport à ça, une grande superficie d'aires marines protégées, mais le niveau de protection est peut-être à renforcer et à respecter par rapport à ce qu'on appelle le 30 by 30, qui est un accord qui a été signé au Canada l'année dernière. Et puis, il y a aussi les pêches, comment protéger les populations de poissons, avoir une alimentation durable. On pense que, en tout cas en tant que scientifique, qu'il y a une certaine attention à avoir par rapport à qui va pêcher durablement. Les petits pêcheurs, disons artisanaux, ont cette possibilité d'avoir des approches plus durables que, disons, les grands pêcheurs industriels. Et là, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Mais justement, est-ce que la question industrielle, la question de la pêche industrielle va être abordée lors de ce sommet? Est-ce que le chalutage des fonds va être interdit, comme le réclament de nombreuses associations? Oui, c'est un grand débat. On a commencé à en débattre entre nous, scientifiques, et on a fait des propositions. Et on pense que l'ensemble de la société civile et aussi l'ensemble des acteurs du maritime vont aller dans ce sens-là. Alors, la France peut jouer un rôle en améliorant justement cette façon de pêcher durablement. Mais au niveau des Nations Unies, il y a plusieurs grandes ONG internationales et plusieurs aussi grandes coalitions et fondations qui sont en faveur de la réduction de ces mesures de pêche qui sont non durables. Et vous pensez que le traité sur la haute mer, par exemple, lors du sommet, est-ce qu'il va être ratifié? Alors c'est encore en débat. On est à quelques pays. Il nous manque encore quelques pays pour avoir les 60 pays qui permettraient la ratification. Mais disons, la dynamique est lancée. La France a fait un grand travail, et aussi la communauté européenne. Et c'est pas encore, non, je pense qu'on nous manquera peut-être 2-3 pays, mais nous espérons arriver à avoir 60 pays pour ratifier cet accord. Et que permettrait ce traité?
Alors, ça serait sans doute la première fois que, d'abord, l'océan serait reconnu comme un patrimoine commun de l'humanité. C'était quelque chose qui était demandé par les petits États insulaires, les grands États océaniques. Et puis, ça veut dire que toute exploitation de ces zones de la haute mer devrait avoir des ressources qui seraient à partager, dont les bénéfices seraient à partager par l'ensemble des pays appartenant aux Nations Unies. Ça, c'est quand même un principe assez extraordinaire et qui peut permettre aussi, dans l'avenir, d'avoir des accords qui soient, disons, plus équitables que ce qui a été jusqu'à présent le premier arrivé, le premier servi, comme les États-Unis le font le plus souvent. Oui, il permettra également de protéger donc au moins 30% de l'océan d'ici à 2030. Si ce traité est ratifié et s'il est appliqué, est-ce que d'après vous, il répond à la gravité de la situation? En tout cas, c'est une première étape qui permet aussi de prendre les moyens d'une approche qui serait très positive pour la protection de l'océan. Parce qu'à la fois, il y aurait des outils à mettre en place, comme les aires marines protégées, aussi des études d'impact qui seraient obligatoires si on veut avoir une exploitation durable, et puis aussi un conseil scientifique et technique qui permettrait de s'appuyer sur la connaissance de la biodiversité marine. Et puis, il y aurait aussi tout ce qui s'ensuit du point de vue du développement de ce capital marin que représente l'océan. Alors, on a parlé du chalutage de fond, du fond de la pêche industrielle. Qu'en est-il également de l'exploitation minière des fonds marins? Alors, l'exploitation minière des fonds marins est un grand enjeu aussi aujourd'hui. On en a beaucoup parlé. Le président des États-Unis a dit qu'il avait l'intention de le développer dans ces zones économiques exclusives, voire au-delà. Oui, il a signé un décret pour accélérer l'exploitation minière des fonds marins. Tout à fait. En fait, il n'a pas forcément la possibilité de le faire au-delà des zones économiques exclusives, du point de vue juridique en tout cas. Et nous sommes avec un certain nombre de scientifiques, nous avons proposé un moratoire dans le cadre d'une étude qui a été commandée par le président de la République aux scientifiques pour savoir quelle était la position de la communauté scientifique par rapport à ça. Et cette position est assez unanime, à savoir, nous sommes pour une pause dans cette exploitation. Il faut à peu près 10 à 15 ans pour avoir les connaissances scientifiques, pour déjà avoir une idée des impacts que pourrait avoir ce genre d'exploitation. Et donc voilà, nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde entre scientifiques pour porter cette proposition et qu'elle soit reprise sans doute par les Nations Unies dans les jours qui viennent. Et si le président américain Donald Trump ignore complètement ce moratoire de 10 à 15 ans sur l'exploitation minière? Oui, alors donc ça serait extrêmement difficile puisqu'il s'agit... c'est comme tout multilatéralisme, nous serons dans une situation de blocage, en tout cas au niveau juridique, sans forcément avoir les moyens de pouvoir réagir, mais ça aura des incidences par ailleurs sur d'autres aspects qui sont les échanges internationaux et les relations scientifiques. Pour nous, c'est extrêmement important que les scientifiques soient sur la même longueur d'onde et proposent justement cette position de pause dans cette exploitation. Si le président des États-Unis continue dans cette voie, je pense qu'il y aura à un moment donné des conséquences, je dirais, latérales qui pourront aussi avoir lieu contre les États-Unis. Vous nous avez rappelé les principales menaces pour les océans, mais que disent les indicateurs de la santé des océans actuellement aujourd'hui? Pour l'instant, alors ça dans ce qu'on appelle santé de l'océan, on va faire une proposition d'ailleurs d'indicateurs qui s'appelle Starfish pour essayer de mesurer et de suivre l'état de l'océan. L'océan est encore en mesure
d'avoir un rôle de régulation par rapport au climat, à cause du fait dont je vous avais parlé, la concentration de CO2 qui capte de l'atmosphère, mais il y a aussi toute cette chaleur, puisque 90% de cette chaleur est accumulée par l'océan. On ne sait pas jusqu'à quand. Donc, une des questions, c'est comment modéliser le comportement de l'océan en fonction du temps et de l'évolution du climat. Pour l'instant, si nous pouvons survivre sur la Terre, c'est bien grâce à l'océan. Pour l'avenir, un des événements les plus dangereux qui peut nous arriver, c'est cette élévation du niveau de la mer et toutes les populations côtières qui pourraient être impactées par ce changement climatique. Et une coalition a été lancée par la plateforme Océan Climat pour essayer, au niveau des villes, des grandes villes, avec la ville de Nice, d'avoir une politique coordonnée pour réagir à cette contrainte et voir quel type d'action politique avoir. Par rapport à ces questions-là, je pense que la chose la plus importante en ce moment, c'est justement ce qui va avoir comme impact sur nos côtes. Mais je pense qu'après, par la suite, il va y avoir aussi tout ce qu'on appelle usage de l'océan, puisque si on n'y fait pas attention, par exemple, l'élévation de la température va entraîner une disparition de l'oxygène dans certaines zones, ayant des incidences sur non seulement les populations de poissons, les populations animales ou végétales, mais aussi sur la santé humaine, avec éventuellement des développements soit de virus, soit de bactéries pathologiques, dont il faudra que nous fassions attention à ça. Merci beaucoup Françoise Guelt d'avoir été avec nous. Merci pour votre analyse de la situation.